Bonjour à tous. Alors, on va attendre un peu pour laisser les participants se connecter. Mais normalement, on est en ligne. Donc, n'hésitez pas en tout cas à dire que vous êtes bien connectés dans la discussion, à dire bonjour, à montrer à tout le monde que vous êtes là. Euh, et moi-même, je vais d'ailleurs écrire un petit message pour dire bonjour à tous. Et bon, on va commencer. Comme ça, on laissera les autres arrivé. Donc bonjour à tous, on est parti pour ce petit webinaire d'aujourd'hui qui va concerner du coup comment réussir sa levée de fonds pour les startups à impact, puisque aujourd'hui on a un webinaire avec Pierre Méric, ici présent, qui est analyste chez Made for All, qui est un family office à impact. Donc Pierre, je te laisse peut-être te présenter rapidement et nous dire un peu ton expérience perso, pro, pourquoi tu es arrivé ici et quelle est ton entreprise aussi. Et après, je me présenterai rapidement, puis on commencera directement le webinaire sur des questions un peu plus poussées là-dessus, quoi. Pour me présenter rapidement, moi j'évolue depuis 6-7 ans dans le milieu des startups. J'ai commencé plutôt dans des incubateurs, des accélérateurs. Je suis Ok, privé chez Orange, sous plein de formats différents, en CDI, en VIE, en freelance, en France, à l'international. Et je me suis réorienté, on va dire, enfin respécialisé dans le domaine plutôt de la finance et de l'investissement ok, depuis maintenant 2 ans en freelance et 1 an en CDI, puisque je travaille pour Made for All. Made for All étant un family office qui a été créé par Thierry Petit, le cofondateur de Showroom Privé, et qui investit aujourd'hui principalement à 80-90% dans les startups à impact. On investit des tickets entre 30 et 300 000 euros de manière générale. ok, Via ces montants, on se positionne plutôt sur des levées en amorçage, donc du pré-seed, du seed, de la pré-série A. ok. Et vous en Très faites rapide. combien des investissements à peu près Ouais, par an? on fait une dizaine d'investissements par an, on va dire, Ok. de Ouais, manière donc vous les générale. sélectionnez bien? On doit avoir un peu de sélection à 2-3%, quelque chose comme ça, je pense. Un peu moins même. Mais oui, oui, bien entendu, c'est vraiment moi mon travail au sein de Made for All, c'est de faire de la préqualification de dossier. Thierry reste euh, très actif et leader sur les décisions. Moi, je Ok, suis là plutôt pour lui faire gagner du temps, lui apporter du deal flow qu'il pourrait ne pas avoir identifié, et puis lui rédiger des notes d'investissement. ok. Et donc toi, donc ça fait 1 an que tu travailles là-bas. Tu es le seul analyste chez Made4All ou... Ouais, on a une toute petite structure, Ok, on est deux en fait. ok, trop bien. Très très clair. Alors tu disais avant, tu faisais ça en freelance. Exactement, Euh, je fais pas mal de choses en freelance, puisque moi, je travaillais, comme je disais, en incubateur, accélérateur. J'ai souvent eu un rôle de bras droit de CEO, à intervenir sur des sujets opérationnels en consulting, beaucoup sur du marketing, un peu d'opération, et puis de la finance. En fait, via mes expériences, tu vois, j'ai vu beaucoup de decks, beaucoup de BP. ok, Je ne les ai jamais comptés, mais je dois être à plus de 2-3 000, je pense. ok, Ce qui fait que je sais maintenant comment rédiger un bon pitch deck, un bon BP. Je le sais depuis plusieurs années. Et donc, j'offrais mes services à des entreprises à impact, mais pas seulement, pour les aider à préparer leur levée de fonds et tous ces documents financiers, et puis établir une stratégie de levée de fonds. ok. Très clair, très clair. Merci du coup pour cette petite présentation. J'en profite rapidement pour dire à tous les participants que si vous avez des questions, vous avez une catégorie Q&A. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur ce channel-là. Même si c'est dans la discussion aussi, on y répondra à la fin. Le but, c'est qu'on réserve 15-20 minutes à répondre à ces questions. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et derrière, donc moi, personnellement, pour me présenter rapidement, donc c'est Mathieu, je suis Startup Sales Manager à Cible Égale. Donc le but, c'est que j'accompagne les startups dans leur mécanisme de levée de fonds, que ce soit en levée de fonds ou augmentation de capital classique ou BSR. Donc voilà, très rapidement, en tout cas, pour ma petite présentation. Vous avez vu Pierre Toussaint, il est malade.
indulgent avec lui. Ça a coupé le micro. Ouais, non, mais c'est déjà cool, Vous déranger. cool que tu viennes pour ça. On commence direct avec la première question, on rentre dans le vif du sujet, mais moi, c'est la question qui me vient, et on en a parlé juste avant de commencer d'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'une startup à impact? Ça veut dire quoi impact? C'est quoi les critères? Je te laisse peut-être faire une petite définition globale et Ouais, après on en discute. c'est un vrai sujet puisque même le terme d'impact est un terme qui existe depuis longtemps, mais qui est vraiment utilisé depuis maintenant, on va dire 4-5 ans, et plus largement depuis 2-3 ans, surtout en post-Covid. Ok. Et en fait, cette définition d'impact aujourd'hui ne veut pas dire grand-chose, elle recouvre beaucoup de réalités différentes. Chacun a un petit peu sa propre méthodologie. Historiquement, ce que c'est qu'une entreprise à impact, déjà pour commencer, avant même de parler de start-up, c'est une entreprise qui a une finalité qui n'est pas qu'économique. Donc, il va aussi avoir dans ses statuts la recherche d'un objectif social, un objectif écologique, environnemental ou autre, Mhm. mais avec une activité qui se doit d'être rentable. On passe dans le cadre d'une entreprise, pas de domination. Historiquement, la notion d'impact, elle est très liée euh, aux objectifs de développement durable du millénaire qui avait été édité au tout début des années 2000, fin des années 90, par l'ONU, qui regroupait 17 gros items pour permettre un futur agréable et accessible à tous, où on trouvait beaucoup de choses différentes autour de l'alimentation, de l'énergie renouvelable, de l'éducation, de l'insertion des femmes, etc. Ok. Et aujourd'hui, les entrepreneurs, pour certains, pour la plupart même, basent beaucoup leur définition de l'impact en disant moi, voilà, je m'attaque à 2 des 17 objectifs de développement durable, par exemple. Ça, c'est un peu historique. Aujourd'hui, c'est plus large que ça. Ok. Il faut faire aussi attention, mais on pourra en reparler aux boîtes qui se présentent à l'impact, mais qui n'en sont pas. Je pense que tout est une question de situation. Tu vois, moi qui ai travaillé par exemple à Madagascar, il y a 95% de la population qui ne travaille pas en CDI. Bon, bah, si tu crées une entreprise et que tu crées des CDI, on peut dire limite que tu as un impact, quoi, Ok, parce que ouais, tu je vois. stabilises la vie des gens, tu permets l'émergence d'une classe moyenne qui existe assez peu, etc. En France, bon, c'est sûr qu'on est plus équipé en termes d'outils et on va attendre soit des signes type de la souscription à des labels ou des labels qui soient publics ou privés, type les B Corp, Ouais. mais aussi l'agrément ESUS, Entreprise solidaire d'utilité sociale, qui a été édité dans le cadre des dernières lois du gouvernement sur l'économie sociale et solidaire. On va donc Ok. soit attendre ça, soit attendre des vraies mesures sur l'impact en termes de tonnes de carbone économisées, de pourcentage de personnes insérées dans une activité professionnelle ou autre. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que impact, ça dépend à la fois du coup, bon, il faut qu'il y ait un objectif social ou économique, enfin Ouais, environnemental derrière, mais ça dépend aussi du coup de ta géographie. Ça, c'était intéressant le fait que tu disais, bah voilà, j'ai travaillé à Madagascar. ouais, Par exemple, clairement. une entreprise en Colombie qui, je dis n'importe quoi, mais dans un pays en voie de développement, pas forcément la Colombie d'ailleurs, et qui participe du coup à la création un peu de l'économie et de la qualité de vie, on va dire, de la population. Ça, c'est considéré comme impact finalement. Bah, je pense que ouais, parce que tu n'es pas du tout dans les mêmes références culturelles. Tu as des choses assez bêtes, mais pour prendre l'exemple de Madagascar, que je connais quand même un peu, tu vois, l'économie circulaire, tout le monde l'applique à Madagascar. Parce qu'il y a une pénurie de ressources financières et matérielles qui fait que Ok. l'économie circulaire est l'économie, basiquement. Donc, tu ne vas pas forcément différencier une entreprise classique d'une entreprise à impact, puisque, en fait, tout le monde est déjà un peu dans cette logique sur cette question du emploi. Sur la question de l'activité économique, ça dépend, hein, bien entendu. Tu as aussi des entreprises qui font n'importe quoi, qui vont piller les ressources, etc., et qui vont avoir du mal à se brander à impact. Euh, mais, euh, mais je pense que ouais, ça dépend aussi beaucoup. En fait, impact recouvre beaucoup de choses différentes en termes d'impact social, d'impact environnemental. Euh, Quelqu'un qui fait pousser des avocats en Colombie et qui les envoie en France, l'impact environnemental n'est pas forcément super fort, mais en même temps, bah, il crée de l'activité économique dans sa localité. Il va pouvoir, pourquoi pas, permettre le développement d'une filière, déjà d'une filière de production verte, mais aussi de financer de l'éducation sur son village, ce genre de choses. Ok. Donc, en fait, le fait que tu sois en multicritère sur ce terme impact euh, fait que ça recouvre beaucoup de réalités différentes qui peuvent aussi de temps en temps se contredire.
Et c'est un vrai sujet sur lequel je vais insister pour les porteurs de projets. Les investisseurs n'attendent pas qu'on fasse de l'impact sur tout, que les entrepreneurs fassent de l'impact sur tout. Ils s'attendent à ce que ces valeurs d'impact positif se retransmettent sur l'ensemble du business. Ouais. Mais bon, quand on est une startup, on n'a pas des moyens illimités. On ne peut pas à la fois être parfaitement à 50% de mixité, être au-dessus de des engagements classiques des entreprises sur l'intégration des personnes handicapées, tout en limitant l'émission de CO2, etc. Ce que je veux dire par là, c'est bien sûr, il faut s'attaquer à tous ces problèmes-là. Inclure tous ces sujets-là dans sa communication, ça a tendance à desservir un peu le message. Nous, les analystes et les investisseurs, ce qu'on va regarder, c'est l'activité principale de l'entreprise en impact. Et commencer à dire oui, et puis en plus de ça, moi j'ai quand même mon board qui est tout à fait mixte, etc. Super, effectivement, et on a besoin de ça aussi. Mais il faut qu'on sente que ça soit vraiment pas du tout cynique et que ça serve la totalité des causes. Okay. L'objectif, c'est pas de ticker un maximum de box sur toutes les catégories d'impact. C'est pas ce qu'on demande aux investisseurs, c'est que c'est compliqué à faire. Et ça, en soi, si on prend un peu la méthode, on va dire, de construction d'une entreprise classique, plus classique, généralement, quand dans un pitch deck, tu as tout ce qui est roadmap. Tu peux avoir, par exemple, une roadmap à impact, entre guillemets, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se concentre sur ce besoin très précis-là. On sait que demain, on va vouloir se concentrer sur ces problématiques-là. Comment on va y arriver? Et ça, c'est un truc qui est peut-être mis en avant sur un pitch deck et qui peut améliorer, on va dire, la relation avec l'investisseur. Ne pas trop vouloir tout faire d'un coup, mais de dire on se concentre vraiment sur ce problème-là aujourd'hui et au fur et à mesure, on va arriver sur d'autres problèmes, quoi. Exactement. C'est une bonne question, la question de la différence entre un pitch deck classique et un pitch deck impact. En fait, il n'y en a pas parce que les deux sont des startups, mais effectivement, on va s'attendre à ce qu'il y ait quand même une ou deux slides sur c'est quoi la roadmap en termes d'impact, quels sont les sujets qu'on aborde aujourd'hui, quels sont les objectifs qu'on se donne, qui sont les objectifs scope 3, donc en dehors du chiffre d'affaires résultat sur les prochaines années d'exploitation. Et la deuxième, c'est plutôt un objectif, au moins une slide de présentation sur c'est quoi l'impact qu'on a aujourd'hui, comment ça marche, comment on arrive à atteindre cet impact, c'est quoi la secret sauce autour de cet impact et pourquoi on le fait aussi. Un truc qui est très important, c'est bien travailler son storytelling, mais bon, normalement, on n'a pas besoin de le travailler parce que sauf si on a un porteur de projet à impact totalement cynique, on le fait parce qu'on est animé par des valeurs et par une réalisation et autres, mais il ne faut vraiment pas du tout hésiter à mettre ça en avant, parce que c'est aussi pour ça que les investisseurs mettre des billes aujourd'hui. C'est pour suivre un projet, suivre une équipe, et puis suivre une histoire qui fait sens, qui a du sens depuis son origine, et aider cette histoire, cette entreprise à évoluer. Ok. Donc ouais, on va en revenir de toute façon sur le pitch deck, mais ouais, donc l'histoire, l'équipe, ça reste important, mais finalement comme une startup classique entre guillemets, hein, on va voir un peu l'histoire, les compétences de chacun. Moi, j'avais une question juste pour finir un peu sur la définition d'impact, qu'est-ce que ça peut être, etc. On en parlait juste avant, mais tu as dit on va peut-être pouvoir revenir. Mais du coup, je donne un exemple classique. Enfin, je donne un exemple. Et tu me dis un peu si c'est du greenwashing, mais comment éviter en fait le greenwashing? C'est-à-dire, par exemple, tu donnais l'exemple de tout à l'heure, voilà, je crée, on va dire, des fruits, des avocats en Colombie, je les envoie en France par le biais de l'avion ou le bateau. Et donc, l'impact carbone va être excédentaire, mais finalement, je crée des emplois dans le pays et la localité où je suis. Est-ce que tu considères que c'est du greenwashing? Est-ce que tu peux aller voir des fonds à impact en faisant ça? Ou alors, vraiment, il faut qu'il y ait tout qui soit nickel. Enfin, comment tu peux essayer d'éviter ce… À quel point un entrepreneur qui va nous écouter, par exemple, va se dire je suis greenwashing, tu vois? Sur le sujet précis que tu apportes, tu peux clairement pas aller voir des fonds qui ont une portée écologique, tu as des fonds qui ont une portée sociale. Et donc, c'est toute une question d'arbitrage, en fait, comme on disait. Je pense que, de manière générale, pour éviter le greenwashing, tu as deux questions à te poser. Et il y a deux critères principaux. Il y a le critère de l'ampleur. Quelles sont les actions que je mets en place par rapport à l'activité classique que j'ai? Okay. Et c'est très évident, tu vois. Mais par exemple, je te dis, chez Air France, ils ont remplacé les stylos par des crayons de bois.
Tu vas me dire, bah oui, c'est peanut d'émission par rapport à ce qu'il représente. Okay. Ça, c'est le critère de l'ampleur qui est très important. Et le deuxième critère, c'est le critère de la sincérité, de manière générale. Et c'est là où les startups ont plus un rôle à jouer, je pense, que les entreprises. Parce que on a tendance à moins dodger, à moins accuser directement les startups de faire du greenwashing que les entreprises. Pour une raison qui est assez simple, c'est que les grandes entreprises, elles sont en place depuis 30, 50, 100, 200 ans, pour Saint-Gobain, par exemple. Et donc, elles ont un historique d'activité, en fait. Elles ont un historique de pollution, etc. Les entreprises, elles sont aussi incarnées par des personnalités beaucoup moins fortes. On a beaucoup moins tendance à voir les PDG, à avoir un storytelling auprès d'eux, etc. Là où la startup, elle est neuve, elle peut partir de base saine dès le départ. Elle peut essayer de faire du mieux qu'elle peut dès le départ. Et en plus de ça, il y a quand même aujourd'hui dans l'écosystème des startups une mise en avant des fondateurs, que ce soit bien ou pas. Hein, je ne suis pas là pour porter un regard là-dessus, mais qui fait que c'est beaucoup plus simple d'incarner des valeurs. Et incarner ces valeurs, certes, il faut les incarner dans sa communication, mais il faut aussi les incarner ensuite dans le reste de tes activités. Et être à impact, c'est en fait choisir tes valeurs pour moi et les faire transpirer sur la totalité de ton entreprise et de ton écosystème. Tu peux pas dire oui, ok, nous on fait de l'insertion des personnes handicapées et dans le même temps, je sais pas, ne pas passer par des prestataires ou faire attention à choisir des prestataires, même sans parler des actes, ce genre de choses, qui font attention à ces critères-là aussi. Donc, c'est vraiment prendre en compte la totalité de tes valeurs dans la totalité de tes actions. Il y a plein de façons différentes de le faire, hein, on peut revenir dessus ou pas, mais qui le font en élisant un impact officer qui va être un pendant du CFO, qui va venir remettre des critères d'impact sur la totalité des décisions. Il y en a d'autres qui le font en formant plutôt leur board. Il y en a d'autres qui le font en adoptant des méthodes de management plus horizontales et en faisant aussi plus participer les employés à ces questions, à quel point on priorise business ou impact. Enfin, bref, il y a plein de façons de le faire. Mais de manière générale, ouais, comme pour reprendre un peu et condenser, les deux critères, c'est l'ampleur et la sincérité de l'action. De manière générale, en tant qu'investisseur à impact, et c'est le cas pour tous les investisseurs avec lesquels je parle, parce que ça reste un petit monde, les opportunistes qui créent des boîtes à impact, tu le vois très vite. Ça se voit très très vite que j'ai certains des porteurs de projets qui ont compris qu'aujourd'hui, c'est un secteur dans lequel il y a de plus en plus d'investissements, il y a de plus en plus de subventions, etc. Et donc ils s'y mettent, et on sent très vite qu'ils ne sont pas animés par la mission qu'ils abordent avec leur entreprise. Ok. Et donc, il n'y a pas de critères vraiment précis sur... Bon, enfin, on en parlait un peu avant, mais est-ce que par exemple, une entreprise à impact doit faire un bilan carbone, peut-être scope 3, bon, ça reste compliqué, mais tu vois, mais il n'y a pas de choses scientifiques ou d'outils, on va dire, prouvés, quoi. Bien sûr, tu as les vieilles méthodologies USG, tu as les critères scope 3, tu as des labels. Tu vois, ne serait-ce qu'avoir un label B Corp, par exemple, aujourd'hui, avoir un label B Corp, c'est quand même des semaines de travail à remplir des dossiers, ou perdre beaucoup d'informations confidentielles de ton entreprise à la B Corporation pour qu'ils puissent te donner le label, etc. Donc, il y a quand même, pour les startups en particulier, pas mal de labels, d'outils que tu peux utiliser, sans même parler de plein de solutions que tu vois aujourd'hui, d'assessment carbone, les plus connus étant les Swift, Greenly, Sami, etc. Il y en a beaucoup d'autres sur beaucoup d'autres sujets, que ce soit la mobilité des employés, que ce soit l'analyse des cycles de vie de production de ta boîte, de tes produits, etc. Donc, il y a tout ça. Aujourd'hui, tous les fonds, à part dans une spécificité qui sont les fonds d'investissement article 9, tous essayent de s'équiper, mais pour le moment, c'est le grand problème, c'est qu'il n'y a pas de standard de marché global. Tu as à la fois des gros fonds d'investissement qui vont avoir plus de ressources que nous, etc., qui vont pouvoir dépenser des ressources à regarder ça, à suivre tous ces impacts financiers, extra-financiers dans les entreprises du portfolio. Ensuite, tu vas avoir des business angels qui, eux, ne peuvent pas du tout s'équiper. Et au milieu, tu vas avoir des boîtes comme les nôtres où nous, on essaye de regarder
Mais bon, on a 60-70 boîtes en portefeuille. Comme je disais en début de webinaire, on est deux. Ouais, ça va être compliqué. On peut pas le faire par nous-mêmes. Il faudrait qu'on s'équipe. C'est des réflexions qu'on a encore pour le moment. Pour le moment, on dodge encore en se disant que de toute façon, les boîtes dans lesquelles on investit sont des boîtes qui sont impact à score et sur lesquelles on sait qu'il n'y a pas a priori pas d'impact négatif. Ok. Tu vas Et c'est trouver. ok. Mais ce que je comprends, c'est que c'est quand même compliqué d'aller dans la profondeur du sujet pour vraiment voir si oui ou non vraiment il y a un impact. Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas d'outils qui te permettent de le faire T'as pas d'outils. rapidement, quoi. Alors, tu as des outils qui commencent à se créer pour les fonds d'investissement, les banques d'affaires, les gestionnaires de patrimoine, etc. Ouais, je pense Pareil, à FinGreen, par exemple, qui a Station F, qu'on connaît un peu. aussi. Ouais. Mais qui restent des boîtes noires aujourd'hui, en fait. Enfin, pour l'instant, les méthodos sont pas, il me semble, pour mettre un petit peu enseigné, sont pas encore super explicités. On ne sait pas trop quels sont les calculs qui sont faits à l'intérieur. Mais c'est normal, hein, tu vois, l'impact investing, c'est un terme qu'on entend depuis 3-4 ans. C'est quelque chose qui est encore en plein développement, Ouais. sur lequel, comme je disais, il n'y a pas de standard de marché. Et en même temps, tout le monde commence à s'équiper. Tu as aussi des structures comme le Mouvement Impact France, qui est un gros syndicat d'entreprises, des entreprises d'impact, qui porte des sujets à ce niveau-là, auprès des entrepreneurs, auprès des investisseurs, auprès des pouvoirs publics. Ok. Donc, c'est des choses qui sont en structuration et sur lesquelles je pense dans 2-3 ans, tout le monde devrait être beaucoup plus au clair, quoi. Ok. Je pense que ça revient à ta question du greenwashing, hein. Ouais, complètement. Faire n'importe quoi tout le temps. À un moment, il va falloir devoir présenter des chiffres. Trop bien. Ok. Bon, on reste quand même sur le sujet de la levée de fonds parce qu'on a quand même des entrepreneurs à côté qui sont en train de nous écouter et qui veulent savoir un peu comment ça fonctionne. Donc là, on rentre sur le sujet de la levée. C'est quoi la différence que tu as par exemple avec lever des fonds à impact, avec une startup à impact ou lever des fonds classiques? Pour moi, j'en vois pas forcément aujourd'hui. Est-ce que tu valides ça? Est-ce que tu… Ouais, déjà, première question, quand tu lèves des fonds pour une startup à impact, c'est une vaste question sur laquelle il y a deux réponses principales. Déjà, toutes les boîtes ne sont pas faites pour lever des fonds. Il faut toujours le rappeler, hein. La stat en France, on en reparlait il n'y a pas longtemps, une table ronde. Je crois que c'est 0,3% des entreprises en France qui lèvent des fonds. Ok. Donc oui, ça reste un microcosme, une goutte d'eau dans un océan. Il y a plein d'autres façons de créer des business, d'avoir une activité économique, de construire une entreprise, quoi. Et dans le domaine de l'impact, tu as aussi cette chose que tu as plein de formalités juridiques pour adresser la cause qui t'intéresse. Tu peux effectivement créer une boîte, tu peux créer une association aussi, par exemple. Ouais. Et ces assos peuvent aussi lever des fonds. Après, c'est des sujets très techniques, on ne va pas passer dessus, etc. Mais bref, il y a plein de façons différentes d'attaquer la cause qu'on a. Une fois qu'on a fait ça, qu'on s'est dit, OK, en fait, je vais créer une startup avec une espèce de nouveau produit, un nouveau business model, une nouvelle offre, n'importe, et qu'on veut se mettre à lever des fonds, pour moi, rien ne diffère d'une levée de fonds normale, Ouais. puisque moi, je le vois quand je discute avec des autres investisseurs, on a les mêmes critères que pour des investisseurs normaux, c'est-à-dire traction du marché, taille du marché, pain point résolu, équipe. Avec ça, on couvre 100% des levées de fonds, principalement sur du pré-seed, seed, pré-série A. Ouais. Qu'on parle de NFT, de crypto, de Web3, de startup à impact, de SaaS B2B, de projets industriels. On viendra toujours à ces 4 items principaux qui sont la taille du marché, le pain point, l'attraction et l'équipe. Okay. Ça ne diffère pas en grand-chose. Là où, effectivement, ça peut différer, c'est plutôt sur les attentes des investisseurs. Les investisseurs aujourd'hui, ça dépend beaucoup aussi encore, hein, parce que tu as des nouveaux investisseurs qui se mettent à l'impact, tu as des investisseurs historiques de l'impact, etc. Mais de manière générale, tous ces investisseurs ont compris qu'il y avait des grands challenges pour notre société dans les prochaines décennies. Okay. Ils ont envie de faire leur part et vont aussi pouvoir s'attendre à faire des retours sur investissement qui sont plus faibles que dans un fonds d'investissement normal. Et donc, c'est plutôt sur ça que ça va se jouer.
C'est plutôt sur est-ce que j'ai besoin d'avoir une ambition à faire une boîte à 80 millions d'euros de chiffre d'affaires en 5 ans? Non, parce que ce n'est pas la seule chose que l'investisseur impact va regarder. Il va regarder aussi tous les autres critères et réalisations extra-financières que tu Ah, peux donc, avoir. tu as des fonds qui s'attendent vraiment à avoir moins de retour sur investissement via Ouais, des bien sûr. investissements. OK. Ah, ils Bien prennent ça en sûr, compte dans leur… ils le prennent en compte et même dans leur levée de fonds à eux, ils le disent. Ils disent les fonds les plus performants du marché ils vont faire un 9-11 de TRI, 9-11% de TRI ou je ne sais pas quoi. Si vous venez chez nous, nous on vous promet 6% ou 5%, mais sachez que votre argent il aura servi à autre chose, que vous aurez développé des nouvelles filières de réindustrialisation en France, que vous aurez lutté pour l'insertion des personnes handicapées, OK. etc., etc. Et Et ça, il y donc, a… en fait, dès même leur offre à leurs financeurs, ils le formulent. Et donc, une fois qu'ils ont levé leurs fonds, ils s'alignent sur les objectifs qu'ils ont présentés à leurs financeurs. Et ça, par exemple, de ce point de vue-là, il n'y a aucune manière de les… À part leur dire voilà, que vous participez à la réinsertion, etc., etc. Tu n'as pas de… Je sais pas comment expliquer. Quand tu investis dans des startups classiques, tu vas avoir un retour sur investissement qui va être plus élevé. Là, à l'inverse, tu n'as pas de, je sais pas, Il n'y a pas de d'incitation fiscale. trophée, d'incitation fiscale, de genre d'outils comme ça qui te permettent de te dire, OK, je vais vraiment aller là-bas, quoi, pour les inciter, quoi, entre Non, guillemets. pas du OK. tout. Non, non. Après, tu commences à le voir aujourd'hui. Je ne sais pas si on en parlera plus tard ou pas, mais en vrai, de manière générale, les boîtes à impact, aujourd'hui, ont tendance à quand même surperformer. Pour certaines, pour les bonnes boîtes à impact, elles vont surperformer par rapport à des bonnes boîtes classiques, pour Oui. plusieurs raisons. Tu as une première raison qui sont les investissements. Tu as beaucoup de subventions si tu t'attaques à des sujets Ouais. sociaux ou environnementaux. Donc, tu as moins besoin de te diluer. Donc, les entrepreneurs restent plus motivés. Donc, tu peux aussi te permettre de lever plus de… Enfin, ouais, voilà, tu as plus de cash flow qui rentre dans ta boîte. Deuxième raison, tu as moins de mal à recruter. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, tout le monde cherche de plus en plus de sens. Donc, les meilleurs éléments, tu les as sur autre chose que seulement du salaire. Parce que de toute façon, si tu es une startup, tu ne peux pas combattre les rémunérations du CAC 40 ou autre. Donc, il Ouais. faut les avoir sur le projet. Et donc, sur un projet impact, c'est encore mieux. Tu as beaucoup moins de mal à garder tes talents en plus. Ce qui est un vrai sujet, hein, parce que quand tu Ah bah, complètement. dans une boîte où tu as un turnover à 2 ans, qu'il n'y a pas d'historique, que tu n'as encore rien qui est mis en place en termes de knowledge management, etc., tu as intérêt à ce que les gens restent pour le bon développement de ton entreprise. Et en plus de ça, tu as des tendances de marché qui sont super fortes et des environnements réglementaires qui facilitent de plus en plus. Dans le cadre de la construction du BTP, il y a des nouvelles réglementations en ce moment qui font qu'il y a plein Ouais. de startups qui se lancent parce qu'il y a des nouveaux marchés qui s'ouvrent tous les 2 ans. Et donc, tu vois, enfin, nous, typiquement, Make for All, les investissements les plus réussis, parce que historiquement, on ne faisait pas que de l'impact, ça fait vraiment un an qu'on fait 90% d'impact. Ouais. Historiquement, sur les 10 dernières années, nos plus gros investissements, ceux qu'on a réussi, sont des investissements impact. C'est des licornes d'aujourd'hui, c'est Blablacar, c'est Black Market, c'est Vinted, c'est des boîtes comme ça, quoi. Et donc, tu te rends bien compte qu'en fait, ouais, tu peux t'attendre quand même à des théories qui sont fortes, des retours sur investissement qui sont forts. Mais, normalement, les vrais investisseurs impact vont te dire qu'ils ne regardent pas autant que ça le OK. retour sur investissement, quoi. Très clair. OK, OK. Alors là, j'ai une petite question, on en a parlé juste avant un peu, mais tout ce qui est par rapport au pitch deck, c'est un sujet généralement qui intéresse à chaque fois les entrepreneurs. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'on met dans un pitch deck? Bon, je pense à… Tu as dit juste avant qu'on pouvait rajouter certains critères. Peut-être tu peux nous redonner rapidement, vu que tu en as analysé 2-3 000, c'est quoi le plan d'un pitch deck? Comment faire un bon Ouais, c'est pitch clair. deck? Comment faire un bon pitch deck? C'est très simple, hein. Il y a plein de formules sur Internet. Moi, ce que je conseille toujours, c'est il y a pas quand. Alors moi, je vais parler de pitch deck écrit, pas de pitch deck oraux qui sont un peu différents parce qu'on demande à chaque fois au début de mettre un petit hook pour essayer de remonter l'audience, etc. Moi, ce que je veux voir dans un pitch deck, c'est très simple, c'est pain point. C'est quoi le problème que je règle? Comment je le OK. règle? Combien de personnes ça concerne ce problème? Pourquoi on est les meilleurs pour régler ce problème? C'est avec l'équipe. Ouais. On en est où aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a déjà fait? C'est important. Il y a assez peu de boîtes qui le font. Beaucoup de boîtes qui mettent des roadmaps futurs. Assez Ouais. peu qui mettent les roadmaps passés. C'est super important pour les investisseurs parce que ça nous permet de voir à quel point vous avez pivoté dans votre histoire
donc vous avez été capable de prendre des retours et de réagir rapidement sur ces retours. À quel point vous avancez vite de manière générale, combien il vous faut de temps pour tester une idée. Parce que dans votre plan de financement, vous nous listez plein d'idées, par exemple. On va aller tester des pays, etc. Oui. Si on sait que vous vous êtes déjà planté, mais que vous avez mis que 2 mois à vous rendre compte que vous avez planté, on va avoir moins de soucis à investir chez vous, parce qu'on sait que si tu ouvres l'Allemagne puis que ça plante, tu ne vas pas rester là-bas 2 ans. Tu vas très vite réduire la voilée. Donc, ouais, roadmap passé, très important. Et puis après, tu vas passer au ask, après l'équipe, etc. Tu passes au ask, donc combien on cherche en dilutif, en non dilutif, c'est important de le préciser aussi. Et puis à quoi vont servir ces sous, et puis les projections financières, extra-financières. Voilà, je l'ai fait très très rapidement, mais en gros, moi, c'est à partir de ça, j'ai à peu près toutes les infos qu'il me faut pour savoir si j'ai envie de rencontrer cet entrepreneur pour creuser, lui poser des questions en plus, etc. Ok, bon, c'est intéressant. La roadmap passée est intéressante, celle-là, parce que j'ai fait plusieurs webinaires comme ça avec des personnes. On ne l'a jamais dite. Ouais. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant comme Je vision. sais. Mais je pense que c'est aussi la coloration impact qui fait que moi, la première question que je pose à chaque fois quand je suis en entretien, c'est avec un entrepreneur, c'est raconte-moi ton projet, pourquoi tu en es venu là. Okay. Et je pense que c'est un truc, c'est une question qui est plus présente dans l'écosystème de l'investissement impact que dans l'écosystème de l'investissement classique. Parce qu'on a besoin de comprendre les motivations, on a besoin de savoir si la personne en face est cynique, réaliste, ou à quel point son sujet et les valeurs qu'elle défend lui tiennent à cœur. Donc voilà. Et pour reprendre un peu ta question, effectivement, ta question c'était qu'est-ce qui change dans un pitch deck, ouais. Dans un BP. Dans un BP, je dirais pas tellement de choses de manière générale, puisque là, on rentre vraiment dans l'aspect financier de la chose. Financier, etc. Et voilà. Par contre, effectivement, il n'y a pas énormément de différence entre un pitch deck à impact et un pitch deck classique, à part pas essayer de se rendre à impact à tout prix. Ouais. Faire une slide impact en disant oui, on trie les déchets dans nos bureaux et puis on évite de partir en team building en avion. Ça fait pas de peine. Ça, c'est des actions RSE, c'est pas des gouvernails dans une entreprise Ouais. impact, quoi. Okay. C'est un truc où tous les jours, on va se dire, OK, combien de personnes on a aidé, combien de tonnes de carbone on a évité dans l'atmosphère, combien de kilos de produits on a recyclé hier. Voilà. Donc, en fait, tant que tu n'arrives pas à mettre des KPI ultra forts, suivables, maintenables dans le temps, ça ne sert à rien d'essayer de justifier de ton impact. Okay. Et probablement, ça veut dire que tu n'es pas un impact. Si tu n'arrives pas à avoir un KPI très très fort comme ça, chiffrable. Voilà. Oui, vas-y. Non, je te laisse terminer. Il y a un autre truc aussi qu'on met pas mal en avant, c'est les coûts évités, qui est une logique pas du tout dans les startups classiques, mais que tu as apparemment beaucoup trouvé dans les entreprises de la santé qui se brandent à impact, c'est les coûts évités pour la société. Basiquement, nous, on invente un nouveau dispositif médical qui coûte 5 fois moins cher. Pour la sécu sociale, par an, c'est 600 millions de moins sur la facture. Donc ça, c'est une logique que tu ne vois pas du tout dans des startups classiques, mais que tu vas beaucoup voir dans des startups à impact, et sur lesquelles on fait attention. Et puis, à côté de ça, quoi d'autre ? Bien entendu, tu présentes les labels que tu pourrais avoir. Tu présentes les études d'impact que tu as déjà eues. On en demande de plus en plus. Ou alors, tout bêtement, on va venir challenger les chiffres qui sont avancés. Et puis, comme je disais au tout début, c'est parler de son parcours, de sa motivation, de ses choix, et de ce qui t'amène. Parce que, de manière générale, l'investissement en startup, c'est toujours une question d'humain. Ouais. C'est encore plus vrai dans le domaine de l'investissement impact, quoi. Ok. Et là, alors j'ai 2 questions qui me viennent. La première, c'est comment trouver des investisseurs à impact? Est-ce que tu as une liste? Est-ce que tu as des sites? Est-ce que tu as Et surtout aussi, est-ce que tu peux nous donner un peu des indications sur qu'est-ce qui se passe à partir du moment où toi, il y a une entreprise qui rentre en contact avec toi pour présenter son projet? C'est quoi les différentes étapes jusqu'à OK, on accepte l'investissement? Oui, bien sûr. Alors, je vais commencer par comment on trouve des investisseurs à impact. Des investisseurs à impact, ça se trouve de plein de façons différentes. Il y a des listings qui existent.
Tu as des organismes comme la French Tech, comme France Digital Impact, comme le mouvement Impact France dont j'ai déjà parlé, qui vont faire des listings d'investisseurs impact. Alors plutôt des investisseurs, tu vas trouver un peu de corpo, mais tu vas surtout trouver des réseaux de BA, un peu de family office et puis des VC, quoi, des fonds d'investissement classiques. Ok. Ça, c'est une première façon de faire. Ce qu'il faut aussi pas du tout sous-estimer dans le domaine de l'investissement impact, c'est l'ancrage local. Quand tu as une startup classique, tu as tendance à tout de suite aller à Paris, Ouais. parce que c'est là que sont tous les gros fonds de venture capital, etc. Si ta boîte n'est pas installée à Paris, commence par faire le tour de ta CCI, le tour des réseaux de business angel locaux, parce qu'il y en a partout en France maintenant, qui peuvent être pris aussi par ton projet parce que tu crées de l'activité sur place, tu déploies des filières, etc. Ok. C'est quelque chose qui est très, très sollicité et demandé qui est très demandé par les business angels. Donc, vraiment pas hésiter aussi à aller voir du local. Voilà. Et puis, où trouver des financements impact, après, on en a très, très peu parlé, mais on y a fait allusion quand même. Il y a aussi toute la partie non dilutive. Tu vas avoir certaines entreprises, notamment des banques, qui aujourd'hui Ouais, bien vont sûr. comprendre de mieux en mieux et vont faciliter un petit peu. Alors, ça reste un peu cynique parce que quand on parle de quelles banques sont, on va dire que ce pas les meilleures empreintes carbone. Après, il y a des très bonnes banques aussi. Il y a des très bonnes, alors il y a des très bonnes boîtes en impact. On peut leur faire de la pub, ça, moi, j'ai pas de souci avec eux. Il y a la NEF, il y a le Crédit Coopératif. Exact. Et voilà. Et puis il y en a d'autres qui se lancent aussi en ce moment en mode startup, mais qui pour l'instant font pas trop de prêts. Ça viendra, j'espère. Et après, il y a on va dire les banques classiques qui, elles, ont besoin d'alléger un peu leur bilan carbone et donc de faire du financement de projets impact. Et donc, ont des facilités d'emprunt, de paiement, voilà quoi, de garantie aussi. Ouais. Donc voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, ça va être les aides publiques. Tu en as beaucoup aujourd'hui, des aides publiques que tu peux solliciter. Il y a toutes les classiques de la BPI. Tu vas avoir tous les plans qui sont aussi administrés par la BPI, mais de France Stratégie 2030, etc. Ouais. Prennent pas mal en compte les critères, notamment environnementaux. Il y a pas mal des fonds aussi, enfin des subventions européennes aussi là-dessus, il me Ouais, tu semble. as quelques subventions européennes. Alors, sur les subventions européennes, c'est un peu technique puisque tu as à la fois des appels d'offres sur des thématiques spécifiques et puis tu as des subventions ou sur des projets même spécifiques sur lesquels il faut positionner. Et puis, tu as des subventions un peu plus larges, plutôt sur un mode VPI. Donc, il faut regarder, il ne faut pas hésiter aussi à se faire accompagner là-dessus. Et puis, tu vas avoir l'ADEME aussi, qui finance beaucoup les startups à impact, et notamment celles qui œuvrent pour la transition écologique. Très clair. L'ADEME étant l'agence de la transition écologique. C'est ça. Complètement, ok. Et donc, peut-être on rentre dans le vif du sujet de Made for All. Ouais, carrément. Donc, ouais, voilà, s'il y a un entretien, c'est quoi les différentes étapes sur quels critères tu vas te baser pour choisir l'entreprise que tu vas investir, où tu vas investir. Voilà, c'est un Bien peu sûr. global, mais Ouais, très clair. Mais comme ça, chacun le sait. Alors, moi, je vais parler de Made for All. Je sais que tout le monde ne fonctionne pas comme ça, notamment dans les cercles de BA, etc. Ils font beaucoup investir ils vont beaucoup venir solliciter les BA pour rencontrer les boîtes, donner des notes, etc. Puis ensuite passer en comité d'invest. ouais. Nous, on a l'avantage d'être une toute petite structure, ce qui fait que c'est assez simple, le process. Le process, c'est je rencontre quelqu'un dans un événement ou autre, ou quelqu'un candidate sur notre site. Moi, je vais toujours commencer par lire le deck avant de prendre un rendez-vous. Pourquoi? Ok. Parce qu'une lecture de deck, ça me prend 15 minutes. Un rendez-vous, ça va me prendre 1 heure. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Et puis, les entrepreneurs non plus n'ont pas beaucoup de temps. Donc, autant se faire gagner du temps à tout le monde. Je commence par lire le deck et effectivement, je regarde les critères que je t'ai listés au début, qui vont être Ouais. à peu près la taille de marché, l'équipe. Ça, pareil, c'est un truc que je n'ai pas dit. Je vais faire une petite digression, mais sur les pitch decks, les équipes, on aime bien les voir, on aime bien voir leurs photos, on aime bien voir leurs noms, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Mettre 5 photos avec juste des noms. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi ils sont bien dans leur poste, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, etc. Après, avoir Ok. leur tête, oui, c'est bien, parce que ça nous permet d'avoir un petit... on nous fait une petite note mémorielle S'identifier. de ah oui, c'est bon, Ouais. ok, je me souviens, j'ai déjà vu un événement ou autre, mais vraiment, ça ne suffit pas du tout comme info pour une slide. Bref, et donc moi, je lis le deck. Si c'est intéressant,
vis-à-vis des premiers critères que j'ai listés tout à l'heure, donc taille du marché, équipe, traction actuelle, qui peut s'entendre de plein de façons différentes. Hein. Ce n'est pas forcément que du C à générer, la traction. Ça peut être aussi, est-ce qu'il y a beaucoup de coupures presse? Est-ce que vous avez de la pub gratuite facilement? Est-ce que vous gagnez des prix? On peut l'entendre de façon assez large. Ok. Donc, je vais regarder, je fais un premier tri comme ça. Le plus souvent, je vais voir 50% des... je sais pas, moi, on va dire par mois, je vois entre 70 et 80 decks. Tu en as 50% qui ne vont pas passer ce premier tour. D'autres sur lesquels je pense que ce n'est pas forcément pertinent, mais je trouve ça quand même intéressant. Donc, je vais aussi quand même les appeler, ne serait-ce que pour en savoir plus et pouvoir aussi le recommander à d'autres investisseurs. Donc, je vais voir en gros par mois 30 à 40 projets en call. Ces 30 à 40 projets, j'essaye de toujours avoir un rendez-vous qui est le même, qui est pas besoin de me refaire un pitch parce que j'ai lu le pitch deck, je l'ai sous les yeux. On va passer 30 minutes à juste revenir sur certains points où moi j'ai besoin d'avoir des infos en plus. Par exemple, il n'y a pas les coûts d'acquisition. Je ne sais pas si la levée qui est listée, elle comprend à la fois l'augmentation de capital plus toute la partie non dilutive. C'est quoi le cash burn de la boîte, qui plus souvent n'est pas sur les decks, ce que je peux comprendre. Donc voilà, tu as vraiment 30 minutes de collecte d'infos. Et ensuite, j'essaye toujours de me garder 15-20 minutes où je vais avoir 3-4 questions sur des challenges que moi j'identifie sur la boîte, sur lesquels là, je passe plutôt en mode grands orales, c'est pas juste un échange. Ouais. Explique-moi, enfin, moi, j'arrive pas à comprendre tel truc dans ta boîte ou autre. Une fois que j'ai fait ce call, moi, je rédige une note d'invest. Je demande aussi un BP. Je regarde si le BP est bien construit. Est-ce que les ramp-ups sont OK? Est-ce qu'il n'y a pas... Je regarde pas forcément tout dedans, mais je vais regarder plutôt s'il n'y a pas des bêtises plutôt que s'il est bien fait. Ok. Voilà. Par exemple, est-ce que c'est assez sizé en termes de vente par rapport au nombre de commerciaux qui sont recrutés, poser des petits ratios comme ça un peu tout le long de la, de la boîte. Clair. Suite à ça, je fais une note d'investissement qui est un doc le plus souvent qui fait 4-5 pages à tirer pour le top 20% des boîtes, on va dire. Lui, il les regarde. Si le sujet l'intéresse, il fait un deuxième rendez-vous avec la boîte. Et puis après, très vite, on peut se positionner. S'il y a besoin de creuser un peu plus, on va très vite donner un soft commit en disant « Ok, tu peux compter sur nous, mais on va quand même continuer à creuser des choses. » Et suite à ça, moi, je vais... alors, je ne fais pas une due diligence complète parce qu'on n'a pas le temps. Très simplement, on n'a pas assez de bande passante pour ça. Mais je vais quand même essayer d'aller rencontrer quelques clients, rencontrer quelques employés si je peux, ou les contacter via d'autres canaux. Et puis bah voilà, mais en général. De toute façon, les due diligence, généralement, en précis de site, ça reste quand même assez. Ouais, c'est assez léger. Et puis souvent, on la partage avec d'autres investisseurs aussi. Ce qui fait que moi, je vais rencontrer quelques personnes, d'autres vont rencontrer, puis on met tous en commun nos notes d'invest sur un doc. Puis ensuite, comme ça, tout le monde a un maximum d'infos. Donc, ça peut être assez rapide finalement. Ça peut être assez rapide. Le plus rapide qu'on ait fait cette année, c'était 2 semaines et demie. Ah oui, d'accord. Entre la réception du dossier et une LOI qui est partie. Alors, qui était un cas très précis parce qu'on était sur une fin de tour, fallait qu'on soit très réactif. On connaissait pas mal de gens qui investissaient, donc on avait pas mal confiance dans les autres investisseurs et voilà. Le plus long, ça a été 7 mois. Tu vois. On a vu j'ai un projet là, on est en train de boucler en ce moment, je les ai vus en mai. Quoi. Parce qu'on était les premiers à dire ok, ça nous intéresse. Mais après, vous avez attendu à avoir des petites leaders, genre de trucs. Okay. Très clair. Et alors, là, la petite question que je vais avoir, c'est plus par rapport à Sid Legals, mais nous, on fait la doc juridique pour l'augmentation de capital, le BSR. Est-ce que vous faites les deux types de financement? Ouais. On fait les deux. Alors, je pense que c'est une question que je pose souvent aux autres invests, puis je serais content de savoir aussi ce qu'ils en pensent. Nous, de manière générale, on fait les deux. On fait même de l'OC de temps en temps, d'obligation convertible. C'est assez rare quand même. Et de manière générale, on préfère toujours augmentation de capital en equity pure pour une raison qui est très simple. C'est qu'on fixe une valo, c'est fait. Une fois que c'est fait, l'entrepreneur il peut se consacrer à autre chose. Il n'y a pas besoin de revenir sur un travail de valorisation, etc. Au bout de 6 mois, 1 an, etc. Ça fait des tables de capital souvent qui sont plus claires, plus carrées, etc.
Il y a moins de risques associés. Et puis surtout, voilà, que l'entrepreneur, on sait qu'une fois qu'il a bouclé sa levée pendant 18 mois, il se concentre sur son business, il a son renouvelé pour 18 mois. Puis on se revoit, tous les mois ou tous les 2 ou 3 mois selon les boîtes, mais on se revoit pour une autre augmentation dans 18 mois. Quoi. Ok. Mais le BSR, voilà, c'est un truc que tu as déjà fait, vous avez déjà investi en BSR. Ouais, on en a fait cette année, on a dû en faire 3. J'ai investi en BSR. Ok. Parce qu'il y a son avantage aussi au BSR. Je comprends, si tu veux un peu, j'ai posé plusieurs fois la question et à chaque fois, c'est le BSR, le désavantage qu'il y a par exemple sur des investisseurs qui sont un peu moins, c'est pas leur métier, quoi, plutôt des BA, etc. C'est la défiscalisation qui n'est pas possible avec le BSR. Donc ça, c'est un gros désavantage du BSR. Après, côté entrepreneur, il y a tout d'avantages, si tu veux, c'est que ça te permet d'être beaucoup plus rapide, de recevoir l'argent rapidement, de tester. Donc c'est pas mal en pré-seed, si tu veux, où tu vas peut-être lever un plus petit montant. Comprends, hein. Mais clairement. Mais il y en a qui le font. Par exemple, je sais que nous, et j'ai oublié le nom, mais le fonds de Xavier Niel, Ouais, Kima, ils le font beaucoup. Kima, ils le font Parce beaucoup. qu'ils font énormément d'invest. Donc, en fait, même sur la partie non BSR, ils ont assez de défisques, etc. Tu vois. Ouais. Je pense que ça dépend beaucoup. Et effectivement, c'est rapide, mais en fait, c'est du temps que tu gagnes sur du temps à 9 mois, en fait. Parce que dans 9 mois, il faudra que tu t'y remettes, etc. Ouais. Et tu passeras plus de temps. Mais oui, ça reste un super outil, en vrai. Et voilà. Et surtout en pré-seed, où tu peux continuer à collecter un peu. Et puis, tu es peut-être au début de ton aventure entrepreneuriale au global. Et donc, tu fais aussi ton réseau au fur et à mesure. Enfin, bref, tu vois, Et par exemple, tu as, je sais pas, première deux, boîte, trois je sais pas pistes. forcément faire. Et puis... Ouais, c'est ça. Puis tu as deux, trois pistes de business model. Je sais pas, tu as besoin de lever un Ouais, tout petit voilà. peu pour pouvoir aller tester. Donc là, tu lèves vite, Ouais, tu clairement. testes et après, tu lèves une grosse levée quand tu es sûr de ce que tu veux faire, quoi. Mais voilà, bon, ok, mais très bien. Donc ça, il y avait une question que je t'avais posée de base. Après, il faut qu'on aille assez vite parce qu'il reste plus que 10 minutes presque. Mais ouais, c'est peut-être la petite dernière question que je vais te poser. Du coup, c'est toi, tu as déjà un peu répondu finalement. Mais c'est de ton côté en tant que en tant que family business, family office, est-ce que tu vas aider les entreprises à réduire leur impact ou alors est-ce que tu considères que l'entreprise doit déjà avoir un plan à impact? Tu vois ce que je veux dire? On a souvent tendance à dire qu'il y a des investisseurs qui investissent juste dans des boîtes et puis après, elles font rien du tout. Est-ce que Ouais, bien ton sûr. fonds, toi, va participer un peu à Alors, pouvoir nous, faire des présentations et participer à ça, quoi? on a une logique là-dessus qui est que, en gros, on n'est pas des spécialistes de l'impact. Thierry, c'est un spécialiste du web, il a créé plusieurs boîtes, il en a introduit en bourse, il a investi dans pas mal de boîtes, etc. Là où il a de la valeur ajoutée, et puis là où moi aussi j'ai de la valeur ajoutée via mes anciennes expériences, c'est sur comment tu fais croître un business. Ok. Donc on va très très peu accompagner les boîtes sur la partie mesure de l'impact, augmentation de son impact, etc. Puisque c'est pas là où on est le plus fort. Par contre, on va faire en sorte d'avoir des entreprises et d'investir dans des entreprises dont le chiffre d'affaires est directement lié à leur impact. Si je prends par exemple un investissement qu'on a fait cette année, c'est Unbottled, qui est une marque d'hygiène sans emballage. Eux, plus ils en vendent, plus ils remplacent des emballages dans des entreprises, dans des foyers. Voilà. Tu vois. Si on a pris un autre invest, par exemple, qui est Job That Makes Sense, Job That Makes Sense, plus ils font de vues, plus il y a de gens qui se mettent à travailler dans des boîtes à impact, dans des assos, etc. Okay, ouais. Donc, on reste sur une position de support de cet écosystème. Donc, nous, on ne va pas du tout les accompagner sur la partie effectivement impact, parce qu'on c'est une envie qu'on a de le faire, puis on a envie d'investir dans des projets comme ça, mais ce n'est pas notre proposition de valeur la plus forte. On va plutôt être forte, c'est sur le business model, sur comment tu fais des bonnes campagnes marketing, etc. Sur la mise en relation, je suppose aussi. Ouais, et puis après, quelle forme ça prend parce qu'on va beaucoup se focaliser, nous, donc sur des trucs de pilotage financier et de marketing en termes de compétences. Quelle forme ça prend on ne fait pas les boards de toutes les boîtes dans lesquelles on a investi, puisque dans le portfolio actuellement, tu as une 60aine de boîtes. Ok. Et cependant, nous, on va demander un suivi qui est très léger, parce qu'on ne veut pas prendre de temps aux entrepreneurs. Donc, c'est un mail par mois. C'est quoi tes KPI?
c'est quoi tes asks du moment, c'est quoi tes galères Ok. sur ton équipe en interne, sur je sais pas, ton BM ou ton produit, sur ta communication ou autre. Et puis, nous, tous les mois, on va essayer de répondre à ces asks des entrepreneurs qu'on a. Ça peut prendre plein de façons différentes, hein. Ça peut être aller passer 1-2 heures avec eux Ouais. sur un sujet précis. Ça peut être effectivement faire des mises en relation. On en fait beaucoup. Puisque Thierry, historiquement, a quand même une place dans l'écosystème qui est assez connue, assez centrale, etc. Donc, on fait beaucoup de mises en relation, surtout. Et puis, de manière générale, on reste toujours disponible quand il le faut, Ouais, c'est ça. etc. Il reste qu'on a quand même une philosophie du soyons light dans les deux sens. On ne va pas vous demander un suivi qui est extrêmement fort, etc. On vous fait confiance. Et dans le même temps, nous, on ne peut pas venir passer 3 semaines avec vous, etc. Parce qu'on a plein d'autres boîtes. Ok. Non, mais très clair, très clair. Dans les deux sens, quoi. Ouais. Super. Pierre, merci beaucoup pour ça. Je passe sans transition, si je peux dire c'est comme ça, aux questions. En tout cas, il y en a une pour l'instant, donc n'hésitez pas à en poser si vous en avez. Alors, je te la lis. C'est si des investisseurs permettent des financements dans des startups à impact, de l'autre côté, comment s'assurer d'où viennent les fonds des investisseurs eux-mêmes? Peut-on avoir de l'impact dans les deux sens? On peut être greenwashé aussi par des investisseurs. Très bonne question. Alors, j'essaye d'expliciter. En gros, c'est si j'ai une entreprise à impact qu'un fonds d'investissement vient me voir, est-ce que je peux m'assurer des limited partners, donc des financeurs de ce fonds? Je pense que c'est ça, ouais, la question. La réponse, c'est non, tu peux pas. Tu peux pas t'en assurer parce que, basiquement, c'est au bon vouloir des fonds d'investissement. Ils n'ont aucune obligation légale à le faire, Okay. de donner la liste de leurs financeurs. Alors, est-ce que tu peux être greenwashé? Je pense pas non plus, parce que, imaginons, Total a investi chez un fonds d'investissement qui investit chez toi. Tu dois pouvoir, si Total le fait dans l'objectif de faire du greenwashing, il communiquera sur cet investissement et donc toi, tu pourras le savoir de manière générale. Et puis, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que, en fait, si Total est intéressé par vraiment ton produit, etc., ils viendront te voir en direct. Ils laisseront, ou alors ils feront un co-invest avec le fonds qui a retrouvé ce truc. Mais tu les verras un moment arriver dans leur joli costume, etc., quoi. Si vraiment il y a un intérêt stratégique super fort. Ouais. Donc, et après, globalement, ça, Total a le droit aussi d'investir dans des. Ouais, et puis, pour essayer d'évoluer, changer. ouais, bien sûr. Tout à fait ça. Dans l'autre sens, tu as tout à fait le droit de refuser de l'argent d'un fonds aussi, hein, si tu veux. Alors, c'est avoir une position de luxe et de confort, mais tu peux le faire. Je connais des boîtes qui le font souvent. Et puis, en fait, ouais, tu vois, cet argent, effectivement, alors, je peux tout à fait comprendre que tu n'aies pas envie de te faire greenwasher. Et dans le même temps, cet argent, il servira à ta cause in fine et puis il permettra d'avoir de l'impact. Et donc, c'est un peu tout le débat philosophique sur lequel j'ai absolument aucune réponse et sur lequel je passe beaucoup de mes soirées avec mes potes à discuter. Ouais. Et à quel point Est-ce que, tu vois, enfin, je vais être un peu choc, mais est-ce que le mec le plus vert de France, c'est pas le mec qui s'occupe des énergies renouvelables, c'est Total? En ce moment, c'est lui qui déploie le plus de panneaux solaires en France. Beaucoup plus que une petite coopérative, etc. Donc, c'est à quel point tu fais de l'entrisme dans les grosses structures pour essayer de changer les choses de l'intérieur. Est-ce qu'il faut changer les choses de l'intérieur ou de l'extérieur? Je n'ai pas de réponse. Voilà. Ouais, moi non plus, pour le J'ai coup. des grands débats avec des potes là-dessus. Je n'ai pas de réponse. Et donc, ouais, effectivement, il faut y faire attention, je pense. C'est important non plus de pas... Enfin, d'y aller en toute connaissance de cause, Ouais. plutôt que de ne pas le faire ou de ne pas le faire. Mais tant que cet argent te sert à avoir de l'impact, qu'elle te permet de faire de l'insertion des personnes handicapées, de développer des filières locales, de permettre à des gens de se reformer dans des métiers qui ont du sens. Non, mais complètement. Let's go, quoi. Et après, j'ai envie de dire, logiquement, enfin, ça c'est mon avis personnel et c'est peut-être pas du tout l'avis global, mais c'est que logiquement, une boîte à impact doit être transparent sur ses résultats, etc., etc.
pourquoi pas aussi d'avoir des fonds qui sont transparents sur d'où viennent les investissements, etc. Ouais, Ça fait tout à partie fait. aussi de l'impact finalement. Donc, si c'est des fonds impact, logiquement, ils pourraient avoir cette logique-là, quoi. Tout à fait. Et c'est enfin, dommage. Pas vraiment dommage non plus, mais effectivement, ouais, je pense que c'est le milieu qui fait ça, mais qui, je pense, va s'ouvrir de plus en plus. Il y a une vraie culture du secret dans les fonds d'investissement, qui est une culture qui est héritée des années 90 et qui est en changement aujourd'hui. Et puis tu le vois bien avec le nombre de fonds d'investissement qui se lancent sur ces thématiques d'impact. Ouais. Mais oui, oui, je pense qu'il y a besoin de plus de transparence sur ces sujets-là. Et ça passe par beaucoup de choses différentes, hein. Ça passe par, effectivement, comme tu le disais, le fait d'être de plus en plus transparent sur son impact carbone, son bilan d'activité extra-financier, etc., mais aussi de ses financeurs. Complètement. Bah, c'est un peu le mot de la fin, parce qu'on n'a pas d'autres questions comme ça. Des fois, il y en a qui sont sur ce qu'on va, donc pour tous ceux qui participent, on publie généralement ces webinaires sur notre chaîne YouTube Seed Legals. Et généralement, on a des questions, des fois aussi en commentaire. Bon, ça c'est pour ceux qui n'ont pas pu participer. On essaiera d'y répondre en tout cas s'il y en a. Merci beaucoup Pierre, en tout cas. Merci à toi surtout. Ouais, et puis bravo en tout cas. En étant malade, c'est compliqué, mais tu as bien géré. Non, ça va, ça va. Impeccable. Mais, Non, mais voilà. merci à toi pour l'invitation. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Et puis, ouais, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas aussi à me contacter directement sur le site de Made for All. À te contacter toi, j'imagine. Ça fait les gens doivent le savoir. Exactement. Bah, si tu peux, à la limite, je ne sais pas si tu transmets ton adresse ou alors c'est directement sur le site, mais moi, je vais la mettre dans le chat. Ouais, N'hésitez pas à m'envoyer un mail si besoin. Pierre va peut-être la mettre aussi. Et puis voilà. Mais avec grand plaisir pour découvrir vos projets en tout cas. Et Pierre, encore, merci beaucoup pour tout ça. Et puis, je vous bonne dis journée, Alain. ouais, bonne journée à tout le monde et à très vite. À la Salut prochaine. Pierre. Bye.